Nous, on était en CFA, on n'a rien à faire là en fait. Je ne viendrai pas chez Ardisson parce que je voulais rester chez moi avec ma femme. Vous vous prenez pour qui? C'est Mickaël qui me dit surtout ne le prends pas mal. Je pense que ça serait bien que tu viennes soulever la coupe avec moi. J'y vais Franco, je lui demande s'il peut me donner son maillot. En fait, le mien, il en voulait pas, je pense. Donc, Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo interview. Je suis Isoline et à ma droite, Réginald Beck. Bonjour Réginald. Bonjour Isoline. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît rapidement? Écoutez, je suis Réginald Beck, 53 ans aujourd'hui, et donc il y a 25 ans, je faisais la finale de la Coupe de France. Ancien capitaine de Calais, du coup, qui a joué la finale de Coupe de France en l'an 2000 face à Nantes. Originaire du Nord, donc est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né votre amour du football? J'étais dans une famille de footballeurs. Mon père jouait au football, mon grand-père jouait au football, les oncles de mon père jouaient au foot. Très rapidement, dès que j'ai pu aller voir jouer mon père, j'allais le voir jouer, puisque mes parents avaient une maison qui habite juste devant le stade. Donc c'était assez facile. Donc je m'y suis pris au jeu très rapidement. J'ai commencé le football à 6 ans. Alors dans le club de Denain, puisque le mercredi, j'avais pour habitude d'aller chez ma grand-mère. Et ma grand-mère également habitait pas très loin d'un stade. Et donc j'ai commencé le football à Denain pendant quelques saisons. Et rapidement, j'ai été repéré, recruté par Valenciennes pour commencer à jouer à un football de plus haut niveau. À quel âge est-ce que vous arrivez à Valenciennes? J'arrive à Valenciennes à 12-13 ans pour jouer dans le club phare du district Escaut de l'époque. Est-ce que vous êtes d'ailleurs toujours en contact avec certains de vos amis de Valenciennes? Ah oui, je suis toujours en contact puisque c'est des moments que l'on a pu partager, des moments que l'on a vécu ensemble. C'est un sport collectif et donc on partage des émotions, les victoires, des déceptions parfois quand il y a la défaite. Mais oui, je garde beaucoup de contacts de mes anciens partenaires, quel que soit le club où je suis passé. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos souvenirs en centre de formation, donc au Havre aussi notamment? Alors j'ai commencé par le centre de formation de Valenciennes, ouais. Où j'ai pu commencer à me former dans le club de Valenciennes qui était en Ligue 2 à l'époque. Et puis après 2 saisons, j'étais au Havre pendant une saison. Et puis ensuite 2 saisons au Chamois Niortais pour terminer ma formation, puisque à l'époque, il n'y avait pas les mêmes contrats qu'aujourd'hui. Il y avait d'abord 2 ans, puis 1 an et encore 2 ans. Et donc, j'ai bougé un petit peu pour essayer d'atteindre mes objectifs qui étaient vraiment d'être footballeur professionnel. Malheureusement, j'ai pas réussi à atteindre cet objectif. J'ai fait toutes les étapes de la formation, mais pas réussir la dernière qui était de devenir footballeur professionnel. Et justement, vous aviez du coup un travail à côté? Alors, quand on est au centre de formation, on fait que ça. Ouais. On essaye de suivre des études. C'est pas toujours évident de pouvoir combiner les deux, foot et études. Et donc, j'avais tout misé pour être footballeur professionnel. Donc, j'ai pas réussi. Et donc, quand vous sortez d'un centre de formation, pas trop diplômé, il faut vous remettre dans la vie active. Donc, j'étais retourné chez mes parents dans un premier temps pour retrouver un club où je pourrais essayer de jouer au meilleur niveau possible, parce que j'avais quand même cette ambition toujours de jouer à un bon niveau, et toutes ces années de formation que j'avais pu passer, qu'elles ne servent pas à rien. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à Fontainebleau. Il y avait encore le service militaire à l'époque, et donc j'ai pu, dans un premier temps, sur une première saison, jouer à Fontainebleau et faire mon service militaire. Et à Fontainebleau, il y avait des joueurs aussi, il y avait des noms. Il y avait aussi un nordiste, Pierre Neubert, qui était dans le staff. Paco Rubio, qui avait joué une finale de Coupe de France avec Nancy, et puis Philippe Mahut, qui avait fait une Coupe du Monde, qui était le président, qui avait fait une Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc j'arrivais dans un contexte que je pensais pouvoir m'épanouir et prendre du plaisir tout en jouant au football. Et comment vous l'avez vécu justement, ce fait de ne pas réussir à décrocher un contrat professionnel? C'est toujours une grande déception forcément, puisque c'était un objectif. Maintenant, je suis d'un naturel assez optimiste et je me dis que toute épreuve est bonne à prendre, et que tout ce qu'on a vécu, ça me servira. Et donc j'étais motivé pour repartir de l'avant, jouer à un bon niveau qui était le CFA, donc le National 2 aujourd'hui, à Fontainebleau, dans un contexte sympathique où on pouvait essayer de travailler aussi avec des professionnels dans l'encadrement du club. On vous a expliqué les raisons pour lesquelles on ne vous a pas conservé? Les raisons, elles sont assez simples, c'est qu'on n'a pas les qualités pour jouer à ce niveau-là, tout simplement. Après, j'ai jamais joué un match professionnel, donc peut-être que j'avais les possibilités quand même de pouvoir peut-être y jouer, ou alors j'avais peut-être un peu de retard par rapport aux autres, et
Et donc, voilà, c'était une déception. Maintenant, puisque j'avais quand même aussi participé dans les sélections de jeunes équipes de France, donc j'avais un bon niveau. Maintenant, pas suffisant pour devenir professionnel, mais bon, comme j'ai dit, les expériences sont bonnes à vivre et ce que j'avais fait, ce que j'avais pu apprendre, ça allait me servir par la suite. Ah, ça vous a très bien sorti, ça vous a très bien servi, même on va y revenir d'ailleurs tout de suite. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous arriviez à concilier votre profession avec le football? C'est une organisation, hein, une organisation assez stricte, on va dire, puisque vous travaillez la journée, hein, vous faites un vrai job. Donc je me suis, après pas avoir signé pro, je me suis formé, j'ai fait un contrat de qualification, j'ai trouvé une entreprise qui pourrait correspondre aujourd'hui à une alternance où on va 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation. Et donc je me suis formé comme ça, tout en jouant à Fontainebleau, dans une entreprise de mobilier de bureau. Hein. Puis c'est pas de départ de 8h de la maison, et puis on travaille sa journée, on met déjà le sac dans la voiture pour l'entraînement du soir, et puis avant de rentrer à la maison, à la fin de la journée, on va s'entraîner pour décompresser toute la journée, prendre du plaisir entre copains, et puis le soir on rentre à la maison à 21h, et donc on avait 3 séances d'entraînement par semaine, plus le match le week-end avec les déplacements. Donc si on fait tout ça, c'est parce qu'on est vraiment passionné, on aime ça, et on aime aussi partager des émotions dans un sport collectif. Mais c'est vrai qu'au final, on ne se rend pas compte à quel point l'emploi du temps d'un footballeur amateur peut être chargé vis-à-vis de ça. Ah oui, à partir du moment où vous vous engagez, vous avez une passion, vous avez envie de jouer au meilleur niveau et vous d'être au niveau, donc il faut s'entretenir, il faut s'entraîner, il faut aussi travailler pour gagner sa vie. Donc voilà, on avait une équipe où tout le monde travaillait, ou alors on avait quelques étudiants pour les plus jeunes. Mais oui, c'était la journée de tout le monde. Et encore, moi j'avais un poste de jour, j'avais des collègues qui faisaient des postes, qui travaillaient le matin, qui pouvaient travailler la nuit, qui pouvaient travailler l'après-midi. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose d'important, et ça permettait aussi d'avoir l'équilibre, de travailler, et puis le soir de se retrouver pour partager des bons moments. Donc en étant attaché commercial, vous arrivez à Valenciennes, c'est bien ça? Alors oui, j'étais attaché commercial, et à Valenciennes, j'avais un peu le mal du pays, même si Fontainebleau c'était pas très loin de Valenciennes. Mais voilà, je voulais revenir dans le nord, et puis Valenciennes, j'ai bénéficié aussi de la rétrogradation administrative de Valenciennes qui descendait en CFA, donc j'avais repostulé, et puis on m'avait proposé de revenir, et donc j'avais là signé un contrat fédéral, ce qui n'était pas arrivé depuis. Donc c'est comme un contrat professionnel, mais dans un club amateur ou non professionnel, donc où j'ai pu pendant 2 saisons travailler plus comme un peu dans un club professionnel ou au centre de formation, où j'ai fait 2 saisons à Valenciennes en CFA, où on est remonté en national. Oui. Vous êtes aussi champion de France CFA avec Valenciennes. Comment ça s'est passé ces 2 saisons là-bas? Alors j'ai fait 2 saisons pleines où j'ai quasiment pas été blessé. 1 ou 2 matchs de suspension sur ces 2 saisons, et en même temps, comme le foot c'est ma passion et je voulais continuer, j'anticipais un peu l'avenir et après être joueur, donc j'ai commencé à préparer mes diplômes d'entraîneur, et donc pendant cette 2e saison, en plus d'être joueur, j'accompagnais l'équipe qui évoluait en Régional 3, donc l'équipe 3 de l'équipe du club de Valenciennes, et donc j'accompagnais sur les séances d'entraînement, voire les matchs du dimanche après-midi. C'est vous avez 1000 casquettes en fait, vous, Régional. Non, j'ai pas 1000 casquettes. Je suis surtout un passionné, je pense. Et puis, donc voilà. Et puis, il fallait anticiper un petit peu sur l'après-football joueur, on va dire, pour pouvoir continuer à vivre pleinement sa passion. Oui. On va y revenir, mais j'ai une petite question par rapport à ça. À partir de quel moment est-ce que vous avez commencé à penser à l'après, vous? Je veux dire, ce moment-là, quasiment, hein, même à la limite, dès que j'ai pas signé professionnel, je me suis dit, là, il va falloir que je me forme, que j'ai un vrai métier, que j'ai des vraies compétences. Assez rapidement, dès que, malheureusement, donc, quand vous n'êtes pas footballeur professionnel, faut faire quelque chose. Et puis après, voilà, on apprend à tout âge, il faut avoir l'envie de se former pour justement trouver sa voie. Après 2 saisons à Valenciennes, vous posez vos valises à Calais. Oui. Comment est-ce que ça s'est fait? Quel est le projet qui vous a été vendu pour aller là-bas? Le projet, déjà, il y a une grosse déception une nouvelle fois de la part de Valenciennes, puisqu'après 2 saisons pleines et m'être engagé dans le club, on m'a remercié pour me dire que j'avais pas forcément le niveau pour jouer en national, donc ça fait pas forcément plaisir. Vous arrivez à 24, 25 ans, donc là, au moins, vous posez quand même de vraies questions. donc voilà, mais comme j'ai dit, je suis d'un naturel optimiste, donc j'ai essayé de
rebondir. J'ai envoyé des CV un peu à droite à gauche. J'ai passé une annonce dans La Voix des Sports, le journal, l'hebdomadaire des Hauts-de-France. Et puis j'ai eu quelques sollicitations, Reims, Dunkerque, Calais. Et puis j'ai choisi Calais parce que je connaissais déjà un peu de monde par les sélections de jeunes que j'avais pu faire. Il y avait également des Calaisiens comme Michael Gérard, Arnaud Roche, le président aussi André Roche que j'avais déjà aussi croisé et que mes parents aussi connaissaient. Et puis un manager général fantastique, Claude Thiriot, que j'ai appris à connaître au fur et à mesure. Et puis un coach, Ladislas Lozano, que j'avais déjà croisé également quand il était lui à Saint-Omer et moi à Valenciennes sur différentes rencontres. Donc voilà, ce contexte m'a dit que... Et puis je savais qu'à Calais, il y avait une ferveur populaire autour des matchs. Le stade était un stade à l'anglaise, les supporters très chauds, parce que moi j'y avais été aussi en tant qu'adversaire, donc je savais à quoi m'attendre. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à Calais en 98. Vous parlez du stade justement, comment elles étaient les infrastructures à Calais quand vous êtes arrivé là-bas? Alors c'était un peu compliqué, un peu vieillissante on va dire. On avait un bon terrain de match pour le week-end. Après les conditions d'entraînement, on avait un terrain d'entraînement où l'éclairage était très limite. L'hiver on voyait pas nos chaussures pour s'entraîner tellement il y avait de boue. Donc c'était pas évident, mais comme le coach disait, en même temps qu'on faisait un entraînement, on faisait une séance de musculation puisqu'on travaillait beaucoup dans la boue. Donc donc, c'est une belle façon de faire les choses. Donc il fallait positiver en fait, et on positivait, et puis on avait cet esprit, aussi cette mentalité de dire voilà, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour que le week-end on ait la chance de jouer sur le terrain d'honneur, sur le bon terrain, et puis prendre du plaisir, en donner aussi aux spectateurs. Racontez-moi s'il vous plaît vos débuts en Coupe de France avec Calais justement. Alors les débuts, il y a eu une première saison déjà avec Calais en Coupe de France 98-99 où on arrive au 7e tour et l'entrée en liste des clubs de Ligue 2, et puis on se fait sortir par le LOSC. Donc voilà, donc ça se termine plutôt pas rapidement parce qu'on avait quand même joué le Lille et un club professionnel. Et puis sur la saison 99, donc 2000, l'épopée, et puis on commence forcément par des petits clubs, on va dire, des clubs qui sont dans notre district, le district Côte d'Opale, et puis progressivement on passe les tours et puis on essaye d'aller le plus loin possible en essayant d'essayer d'accrocher un 32e de finale et un club professionnel et un club de Ligue 1, et aussi pour permettre au club de récolter un peu d'argent puisqu'il y a des dotations financières quand vous passez des tours en Coupe de France. À l'époque, les dotations commençaient dès les 32e? Alors les dotations commencent dès même le 8e tour. Je crois qu'il y a déjà des dotations financières. Déjà il y a le fameux maillot à partir du 4e tour, très sollicité pour les clubs, les plus petits clubs, les clubs de district qui commencent au 1er tour, au 2e tour, au 3e tour, et quand vous arrivez au 4e tour, vous avez les dotations de la fédération et du partenaire donc qui fournissent les maillots. Et puis après, quand vous passez les tours à partir du 7e et 8e tour, il y a des dotations fédérales, et donc ça apporte un peu d'argent pour les clubs. J'aimerais à présent que vous me présentiez un petit peu coach Lozano. Est-ce que vous vous entendiez bien avec lui? Forcément, puisque j'étais le capitaine, donc je pense que je m'entendais plutôt bien avec lui. J'avais fait une première saison, une très bonne première saison, et sur la deuxième saison, c'est pas moi qui démarre l'année en tant que capitaine, parce qu'il y avait quelqu'un, Stéphane Canu, qui était plus ancien que moi, qui était plus âgé que moi également. Tout au début de saison, enfin assez rapidement, il se blesse, et donc le coach me donne le brassard de capitaine, alors qu'il y avait quand même pas mal d'anciens calaisiens dans l'équipe, ou des gens qui étaient plus anciens dans le club également. J'étais assez calme sur le terrain, je pétais pas un câble, enfin voilà, j'étais assez posé, et puis j'étais capable aussi de faire passer les messages du coach, et puis faire comprendre aux gars que on jouait en équipe pour tout le monde, et pour qu'on ait les meilleurs résultats possibles. En tant que capitaine, du coup, vous êtes amené à prendre la parole sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. J'aimerais que vous me racontiez votre discours dans le vestiaire pendant les 32e de... Le discours, il était assez simple. Hein. On savait tous qu'on avait une mission un peu, qu'on avait un peu une revanche aussi à prendre contre le LOSC, puisque l'année précédente, ils nous avaient éliminés. Donc on était très bien, on était bien concentrés, bien préparés. Et puis avec le coach, on avait cette faculté à transmettre les messages. Et puis les gars savaient ce qu'ils avaient à faire sur le terrain. On était extrêmement solidaires sur le terrain. Dès qu'il y avait quelqu'un qui faisait une erreur, on essayait de la rattraper, on s'encourageait. Donc voilà, c'était surtout des encouragements pour pouvoir emmener tout le monde, tirer tout le monde. Et puis aussi, moi, d'être exemplaire sur le terrain
pour pouvoir emmener tout le monde vers la victoire et faire le meilleur résultat possible. Et le coach, il avait un discours similaire ? Le coach avait un discours similaire. Le coach, il avait aussi la faculté de nous faire croire qu'on pouvait battre tout le monde, n'importe quelle équipe, capable de nous dire voilà, si vous faites ça, 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 ça va bien se passer. Il avait aussi des conseils, des choses à ne pas faire. Par exemple, contre Bordeaux, il nous avait dit ça sert à rien de tirer les corners directs. Ils font tous 2 têtes de plus que nous. On va pas prendre un ballon. Donc, si vous regardez le match de Bordeaux, on tire aucun corner direct, aucun coup franc. On met dans le paquet, on joue tout à 2. Je cours pour pouvoir essayer de garder le ballon et puis de mettre en difficulté nos adversaires. Donc voilà, et puis aussi il avait cette force de voir les points forts et les points faibles de nos adversaires pour que l'on puisse les mettre en difficulté et essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Est-ce que vous voulez bien me raconter le scénario du match face à Lille ? Parce qu'au final, c'est ici que l'épopée commence justement. Alors elle commence, un peu pour le grand public, ça commence là. Pour nous, on a eu quand même un 8e tour où on a un gros derby contre Dunkerque, puisque c'est quand même 2 villes très proches, 2 villes de football. Donc on recevait Dunkerque dans notre stade, dans notre petit stade où c'était plein, et on met 4-0 à Dunkerque. Donc c'était vraiment déjà aussi pour nous un moment très important. En plus, dans l'équipe, on avait des anciens Dunkerquois qui ont marqué contre Dunkerque. Donc c'était vraiment un grand moment, ce 8e tour. Et puis après, il y a ce 32e de finale où on tire Lille. Alors on était un peu déçus parce que on les avait joués la saison précédente. On avait perdu. J'avais eu le coach tout de suite après le tirage et il m'a dit t'inquiète, cette année ça va le faire, on va passer. Donc je dis ok coach, on va passer. Et puis c'est vrai qu'il y a ce match et puis là c'est le temps calésien, le vent, de la pluie, tout ce qu'on aime quand on est footballeur. On fait une première mi-temps normal, un peu timoré, et puis on est mené 1-0, et puis en deuxième mi-temps avec le vent dans le dos, le public qui nous pousse, on arrive à égaliser sur un CSC d'un Lillois suite à un travail de Christophe Hogarth sur le côté. On est à 1-1 à la mi-temps où Lille en deuxième mi-temps, je ne sais pas s'ils passent le milieu de terrain tellement on a réussi à les acculer, à les mettre sous pression. Et puis donc il y a les prolongations, ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, mais il y avait les prolongations à l'époque, donc on joue 30 minutes de plus, on arrive à tenir. Et puis après, il y a cette séance de tir au but qui est incroyable parce que dans les buts, vous avez quand même Grégory Vimbé qui prend toute la place du but. Il fait quasiment 2 mètres, il a des bras et des tentacules, donc on se dit ça va être compliqué. Mais la séance de tir au but, c'était vraiment, on le faisait à l'entraînement. À chaque veille de Tour de Coupe de France, on faisait alors. On peut dire qu'à l'entraînement, c'est pas la même que dans la compétition, ça c'est vrai, parce que là, il y avait du monde, il y avait de la pression, on savait que c'était pour quand même se qualifier, c'était donc... Mais bon, on y est allé vraiment tranquillement, et puis on a tiré nos tirs au but. En tant que capitaine, j'ai montré l'exemple en ayant tiré le premier, et donc j'ai marqué, alors ça a peut-être lancé la dynamique, et nous on a tiré nos 5 pénaltys, on les a marqués, Lille pareil, leurs 5 pénaltys on l'a marqué, nous on marque le 6e, et Lille rate le 6e, et c'est comme ça ça a basculé dans la joie et le fou rire total. Comment vous vous êtes senti, vous, au moment de tirer ? Un petit peu de stress quand même. Évidemment, beaucoup de stress. Après, j'avais confiance en moi, je savais où j'allais tirer, je me suis pas posé de questions. Les tentacules ne vous faisaient pas peur ? Les tentacules et les grands 20B ne faisaient pas peur dans le but. Non, mais voilà, on essaye de faire abstraction à tout ça et de bien se concentrer sur la frappe et de mettre ce qu'il faut dans la frappe pour que le ballon rentre. Et donc Lille c'est fait, éliminé, vous passez les tours et vous arrivez face à Strasbourg en quart de finale. Ouais, avant il y a quand même un 16e de finale. Alors, racontez-moi ces 16e de finale. Alors il y a un 16e et un 8e. Alors le 16e de finale, c'était là on a eu un peu de chance au tirage, mais je pense que pour faire une aventure, pour faire une épopée, il faut quand même un peu de chance au tirage. Et on tire Langon-Casté, qui est une équipe qui est inférieure à nous et en plus qui va venir. Donc il y a déjà un long déplacement parce que c'était dans la banlieue de Bordeaux, dans la Gironde, donc c'était aussi un grand déplacement pour eux. Et puis donc on arrive à passer cet obstacle chez nous 3-0. Et puis ensuite on arrive donc on arrive encore aussi à jouer dans notre stade qui était limite homologué, donc on arrive encore à jouer dans notre stade. Et ensuite il y a l'AS Cannes où là pour le 8e de finale notre stade n'est plus homologué. Et donc, on est obligé d'aller jouer à Boulogne. Donc, quand vous connaissez un peu de rivalité, Calais, Boulogne, Dunkerque, c'est 3 villes quand même concurrentes. Et donc, on est très bien accueillis à Boulogne. On remplit le stade de Boulogne. Et puis, on fait un match pareil exceptionnel dans son scénario, dans le jeu. On fait jeu égal tout le match avec Cannes. On frappe même le poteau. Et puis
il y a cette prolongation et cette fin de prolongation qui est incroyable, où on prend un but à la 118e minute. Donc on se dit c'est fini, on n'en parle plus, voilà. Et puis nous abattus évidemment dans un premier temps, mais il restait 2 minutes ou 3 minutes à jouer. Et puis donc on continue d'attaquer, de jouer. Et puis je joue un corner rapidement avec Manu Vasseur qui centre, et puis il y a Christophe Hogarth qui se jette, qui met la tête où personne n'aurait mis le pied. Donc et donc on égalise comme ça à la 121e minute. Et puis après une nouvelle séance de tir au but où je tire en premier, je marque. Et puis derrière tout le monde marque. Et puis on a Cédric Chine, notre gardien, qui en arrête 2. Donc là c'était assez exceptionnel et incroyable. Des Calisiens qui fêtent leur victoire dans le stade de Boulogne. Et des Boulonnais qui forcément nous ont soutenus aussi. Donc c'était vraiment un grand moment aussi, ce match, vu par son scénario. Et puis après Lille, c'était une deuxième Ligue 2 qu'on éliminait. Donc, puisque Cannes était en Ligue 2, à l'époque, et puis donc à Boulogne. Et ensuite arrive forcément après les tours avancent, donc les grands clubs pro, les grands clubs pro commencent aussi toujours à être là. Et puis avant le tirage, il y a ce match Strasbourg-Paris Saint-Germain. Et c'est Strasbourg qui élimine le Paris Saint-Germain. Et après ce match, après les quarts de finale, il y a un tirage au sort qui est effectué. Et donc, c'est Calais-Strasbourg qui est tiré. Donc voilà. Alors, au départ, je ne vais pas vous dire qu'on était fou de joie de jouer Strasbourg, parce que c'est quand même pas l'équipe qui fait rêver quand il vous reste Monaco à jouer, Nantes. Enfin, il vous restait plein de clubs un peu plus prestigieux, on va dire. Dans nos têtes, on se dit, Strasbourg, pourquoi pas, quoi. Tout compte fait, pourquoi pas. On prend, hein. On prend. Comment on entame ce match d'ailleurs face à Strasbourg qui vient d'éliminer le Paris Saint-Germain? En plus, ouais. Donc on prend, et puis on est obligé de se délocaliser une nouvelle fois parce que le stade de Boulogne n'est pas non plus homologué. Et puis on se doutait qu'on allait faire quand même un peu de monde. On va au stade Bollaert où il y a 3 tribunes qui sont ouvertes sur 4. Et puis, donc il y a l'environnement au stade Bollaert. D'habitude, on y va plutôt dans la tribune que sur le terrain. Là, on est sur le terrain, donc c'est quand même quelque chose aussi à prendre en considération, tout ce monde. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Ça fait un peu... le coach nous avait préparé aussi, nous avait mis à essayer d'être à l'aise pour que l'on puisse faire abstraction de l'environnement, de nous dire que quand le coach va parler, vous n'allez pas forcément m'entendre parce qu'il va y avoir du bruit et tout ça. Donc, regardez-moi régulièrement pour que si j'ai des consignes à vous donner et tout ça. Et donc, on commence très mal le match puisqu'on est mené au bout de 6 minutes 1-0. Donc là, on s'est dit, on va peut-être... nous, on se dit rien puisqu'on est en train de jouer et on essaye d'appliquer derrière les consignes du club et puis du coach. Et on arrive à la mi-temps où là on mène 2-1. Donc là, c'était déjà un premier exploit, mené contre une Ligue 1 à la mi-temps 2-1. C'était assez incroyable. Et puis on arrive à tenir toute la deuxième mi-temps sans quasiment concéder d'occasion à 2-1. Et c'est vraiment là aussi notre première Ligue 1 à notre table de chasse. Et est-ce que à partir de cette victoire-là, on commence à y croire Parce que je posais la question à Ludovico Bragna qui me disait, moi j'y ai cru qu'à partir de la finale. Et moi qui ne l'ai jamais joué, à partir du moment où je sors mon premier club professionnel, je me dis, mais j'y crois. Non, mais Ludovico Bragna qui jouait à Lille à l'époque, et donc le LOSC a potentiellement et la possibilité de gagner cette Coupe de France. Nous, on était en CFA, on n'a rien à faire là en fait. Bien sûr que si. Non, potentiellement, on n'a rien à faire là. C'est un peu anormal. C'est un peu anormal. Donc non, on se dit qu'on a fait un exploit, qu'on a donné beaucoup de joie au public, qu'on a pris énormément de plaisir. On se dit qu'on a fait quelque chose d'incroyable. Maintenant, on attend le prochain adversaire pour pouvoir essayer de le préparer du mieux possible pour continuer l'aventure. Mais on s'est jamais projeté plus loin que le match d'après. Et même avant, on profitait de cette victoire. Et donc justement, vous dites, on attend le prochain adversaire. Et l'adversaire suivant, c'est les Girondins de Bordeaux. Les champions de France. Champions de France en titre. Et alors, racontez-moi, comment ça se passe dans votre tête? Comment ça se passe? Dans notre tête, on est très content, évidemment, de jouer les Girondins de Bordeaux. Là, en plus, une nouvelle fois, on va retourner au stade Bollaert de Lens, puisqu'on ne pouvait pas jouer ailleurs. Pour la première fois, les 4 tribunes seront ouvertes. On est retransmis sur Canal+. Le stade plein, mais pour nous, en fait, il y a quasiment pas de supporters girondins. Maintenant aussi, il y avait quand même cette appréhension. Est-ce qu'on va pas prendre une valise, en fait? Et ce qui aurait été quand même assez dramatique. Parce que arriver là et prendre une valise, c'est bien, mais ça aurait... voilà. Donc on a
ça peut être un peu paradoxal de le dire, mais on a préparé le match pour jouer un match de football comme un adversaire classique et pour se préparer à se qualifier. Ce qui paraît un peu, quand c'est pas présomptueux, c'est comme ça. On a joué le match de foot en se préparant. Le coach est allé voir les Girondins de Bordeaux à Bordeaux sur des matchs. Donc voilà, on se prépare pour faire le meilleur match possible, être à la hauteur de l'événement dans un premier temps. Et puis après, s'il y a possibilité, on va pas renier et on gagnera. Est-ce que vous vous attendiez à une telle ferveur de la part des supporters, de la part de tout ce monde qui se déplace pour vous? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Alors non, on s'attendait pas forcément à ça. En plus, dans le stade, on a eu aussi l'apport du COP Lensois, forcément, qui nous a aidés pendant ce match. Mais on a toute la ville de Calais quasiment s'est déplacée, même un peu des gens de la région se sont déplacés. J'ai des amis même qui étaient sur Paris, qui sont venus pour le match, parce que ça restait un match exceptionnel. Jouer le champion de France en titre, avec des champions du monde dans l'équipe adverse, comment on allait se comporter, comment on allait réagir, quel match ça allait être. Donc et pareil, des conditions aussi climatiques étaient un peu très nordistes, avec beaucoup de pluie, du vent au début du match. Donc tout était réuni quelque part pour qu'on puisse réaliser cet exploit. Et qu'est-ce qui a changé dans le regard des gens, même dans le regard de vos adversaires, au fur et à mesure que vous passez les tours? Est-ce que vous réalisez qu'on commence à vous craindre? Moi, je pense pas qu'on nous craignait. Je pense que en tout cas, on vous prend très au sérieux. Oui, on nous prend très au sérieux, mais oui, parce que on a quand même fait des performances assez remarquables, assez incroyables. Donc oui, on nous prend au sérieux, et puis plus au fur et à mesure où on avance, on est forcément considéré comme une équipe qui, même si elle joue en CFA, qui a de la qualité individuelle, qui a des grosses qualités collectives, parce que le foot, ça reste un sport collectif, et donc il faut tout donner et s'aider, être solidaire pour pouvoir accomplir ce genre d'exploit. Et comment est-ce que vous avez vécu la médiatisation du club, la médiatisation des joueurs? C'est sûr que ça surprend, c'est pareil, ça monte au fur et à mesure des tours. Au départ, c'est les journaux locaux, les médias locaux qui viennent, et puis après, au fur et à mesure que vous avancez, vous avez les médias nationaux qui arrivent, et puis même vous avez des médias qui sont hors foot qui arrivent pour faire des reportages sur vous, parce qu'un peu vous êtes un peu des extraterrestres dans la vie des gens. Comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, comment ils font ça, comment ils arrivent à faire ça. Donc voilà, après le club a aussi essayé d'organiser pour que tout le monde ait sa part de médiatisation, c'est-à-dire que c'est pas toujours le buteur, le capitaine, le gardien qui était mis en avant, mais chaque joueur était mis en avant pour pouvoir profiter à fond de cette médiatisation, a mis en place aussi des conférences de presse, ce qu'on fait jamais normalement dans un club amateur, en tout cas à l'époque. Vous vous souvenez, vous, de vos premières interviews, de vos premières conférences de presse, justement? Vous aviez assuré, je suis sûre. Les premières interviews, oui, je m'en souviens, parce que forcément, en tant que capitaine, j'étais le premier sollicité, donc oui, je m'en souviens très bien. Mais ça s'est bien passé, puisqu'en étant naturel, on raconte ce qu'on vit, comment on le prépare, sachant qu'il fallait pas non plus passer son temps en interview, parce que sinon, il fallait quand même aussi avant tout se préparer sur le terrain pour pouvoir être au niveau et être performant. Et donc visiblement, vous vous êtes bien, voire très bien préparé pour affronter Bordeaux, parce que ça reste un des plus beaux matchs au final, voire même le plus beau match. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est le plus beau match. C'est le plus beau match que l'on ait accompli dans un environnement extraordinaire, dans un scénario pareil, complètement incroyable et complètement fou. Puisque déjà, tenir Bordeaux 0-0 au bout du temps réglementaire, c'était déjà un réel exploit. Mais ensuite, se qualifier, marquer 3 buts dans la prolongation, je pense pas qu'il y a un scénariste ou un metteur en scène qui serait capable de mettre en image ce genre de situation. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. On avait tout donné pendant les 90 minutes, on avait quasiment tous des crampes, on était cuits, quoi. Et on a réussi à trouver cette force intérieure, cette incroyable puissance collective qui nous a permis après avoir ouvert le score et être rejoint au score, marquer 2 autres buts magnifiques et de faire un match et de faire exploser le Stade Bollaert. Justement, j'ai quelques images à vous montrer, Réginald. On va les regarder tout de suite. Ce 3e but de Mickaël. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est incroyable, hein. Je pense que on peut pas l'imaginer. C'était
quasiment, je crois, à la fin de la prolongation. Donc, ouais, puis c'est un but construit, c'est pas un but de raccro. Enfin, voilà. Donc, puis Michael qui a la lucidité, après tous les efforts qu'il a fait de contrôler et de mettre le ballon comme il faut sous Ulrich Ramé. Donc, ouais, non, là, le stade, il est en feu. Et puis nous, on se sent pousser des ailes, on vole, quoi. Ah ouais? Ouais. Comment ça se passe dans le vestiaire à la fin du match? Dans le vestiaire, on n'y est pas rentré tout de suite, parce qu'on a quand même fait 1 ou 2 tours d'honneur, je pense. On a fait la chenille, on a tout fait. On a fait tout la Macarena. On a fait tout ce qu'on pouvait faire sur le terrain, parce que les gens, forcément, sont restés dans le stade avant de rentrer. Il était plus de 23h, parce que le match avait lieu à 21h, donc avec les prolongations, il était même quasi minuit, je crois. Donc, ouais, non, c'était la fête d'abord dans le stade, parce que c'était un moment magnifique, un moment de partage incroyable. Et puis dans le vestiaire, ça a continué, tout le monde ensemble pour pouvoir fêter ça. Et puis on a aussi essayé de voir certains des collègues d'échanger, qui n'avaient pas pu échanger leur maillot sur le terrain, avoir des collègues pour échanger leur maillot avec les Girondins de Bordeaux en souvenir. Je crois bien que vous en avez récupéré un, vous aussi, Ouais, au passage. Moi, j'en ai récupéré un, mais je l'ai récupéré tout de suite sur le terrain. Ah ouais? Ouais. Au coup de sifflet final, vous êtes allé direct. Je suis allé voir. C'est le maillot qui se trouve juste derrière vous. Attends, je vais vous montrer à la caméra pour qu'on le voit bien, et vous allez me parler de ce splendide maillot. Alors attends, où est-ce que je peux le montrer? Alors déjà, regardez-moi ce splendide logo aussi qu'on a là. Et voilà, il est incroyable. Donc comment est-ce que ça se passe? Vous allez franco? J'y vais franco, ouais, j'y vais franco, je lui demande s'il peut me donner son maillot, et moi que je garde le mien, et donc en fait le mien il en voulait pas, je pense, donc il m'a donné son maillot. Il vous a dit non? Non, c'est pas ça, je lui ai pas proposé en fait. Je lui ai pas proposé. Celui-là vous l'avez gardé, du coup, le vôtre? Oui, je l'ai gardé, le mien je l'ai gardé, et j'ai récupéré le maillot d'un Girondin, ouais. Il fallait pas passer à côté, c'était quand même les champions de France à l'époque, vous veniez de les faire tomber de la plus belle des manières. Ouais, c'était le champion de France à l'époque, et puis avoir un maillot souvenir comme ça, c'était incroyable. Donc c'est pour ça que je l'ai toujours, et je le garde bien précieusement chez moi. Vous allez me dire, à qui appartient ce maillot? C'était à Christophe Sanchez, qui était remplaçant, qui était rentré en jeu, et donc je suis allé le voir tout de suite. Bon, forcément il était déçu, et il me l'a donné sans rechigner. Est-ce que c'est celui que vous chérissez le plus, ou est-ce qu'il y en a un autre qui a une... Celui que je chéris plus, c'est le mien, forcément, puisque oui, c'est quand même celui avec lequel j'ai joué, et qui aujourd'hui est sur un fauteuil Voltaire. Mais c'est vrai que ce maillot, c'est que des magnifiques souvenirs, une émotion incroyable, la victoire. Donc oui, c'est un maillot incroyable. Mais ils le sont tous, parce que sans les autres maillots avant, j'aurais pas eu celui-là. Donc ils sont tous importants dans cette épopée. Et donc vous avez également une très belle collection. Bon, vous nous en avez ramené quelques-uns parmi votre large collection. On a celui-ci aussi. On va les faire un par un. Est-ce que vous pouvez me parler de cette pépite-là? Ouais, ça c'est le maillot de Nantes, puisque Nantes à la finale jouait en blanc, et donc ce maillot-là je l'ai pas échangé sur le terrain, mais après toute la cérémonie, le tour de terrain qu'on a pu faire en Stade de France, chaque joueur est allé dans le vestiaire du FC Nantes, et on a pu échanger des maillots. Donc là c'est celui de Charles Devineau que j'ai récupéré après la finale. Ensuite on va passer à celui-là. Alors celui-là, oui, c'est pas le plus connu, parce que c'est le maillot de Langon Castet. Donc j'ai échangé apparemment avec le numéro 9, donc là je pourrais pas vous dire son nom et son prénom, parce que les joueurs étaient quand même un peu moins connus. mais je voulais l'échanger, le joueur aussi l'a échangé avec moi, pour garder un souvenir, ouais. Je crois voir ici, bon, il est un peu sale, c'est normal, c'est le maillot du match, ouais, on a joué avec, mais je crois voir ici une petite tache qui m'interpelle. Oui, c'est une tache de sang. C'est une tache de sang, parce que pendant le match, j'avais pris un coup sur le nez. Donc c'est un reste de tache de sang, et c'est un souvenir pas très agréable de ce match. C'était un coup que j'avais pris sur le nez, et d'ailleurs sur l'une des interviews dans la vestiaire, j'ai deux gros cotons dans les narines. C'est pas très joli, mais voilà, ça faisait partie de cette aventure et de l'épopée. Et enfin celui-ci. Donc celui-ci, c'est le maillot de l'AS Cannes, de notre victoire contre Cannes à Boulogne-sur-Mer, qui ressemble, qui est exactement le même que celui de Strasbourg. Et donc voilà, c'est un maillot qui rappelle deux adversaires
pour notre aventure avec ce bleu qui est très joli. À qui appartenait celui-là ? Je pense que c'est peut-être l'un de mes coéquipiers que j'avais connu à Valenciennes, Wilfried Goel, qui était joueur de Cannes à l'époque, avec qui j'avais joué à Valenciennes, donc c'est sûrement être son maillot. S'il faisait du XL, ça doit probablement être à lui, parce que je suis en train de me dire que ce maillot est gigantesque. Non, mais ils sont tous gigantesques. Hein. C'est tous des XL et c'était un peu trop grand, même pour moi, les maillots. Comment ça se fait qu'ils étaient tous aussi Je pense que c'était pour permettre à tout le monde de pouvoir rentrer dans les maillots, et c'était une taille unique qu'il y avait pour l'ensemble des clubs. D'accord. Après cette victoire face à Bordeaux, vous êtes invité par la fédération au match France-Slovénie où vous êtes accueillis comme des stars. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Vous vous y attendiez ? Non, pas du tout. Hein, pas du tout. On a été accueillis. On a eu même des dotations par la fédération pour aller au Stade de France. On a été reçus, comme dites, comme des stars en VIP dans un salon. Donc c'était assez incroyable. C'est là pas qu'on commençait à mesurer, mais qu'on a pris conscience de ce qu'on avait fait. C'était quand même assez incroyable. Et donc, on en a profité, tout simplement. Et puis, on a essayé de profiter un maximum à chaque fois que l'on a pu nous inviter ou faire des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire. Comme quoi, par exemple ? Je sais pas. Aller sur un tirage au sort à Stade 2, par exemple. Faire des interviews dans Paris Match. Des invitations chez Ardisson. Des choses comme ça qui ont été faites. Donc, c'est des choses que normalement, on n'est pas censé faire quand on est un joueur amateur ou quand on a une vie paisible. Vous avez une petite anecdote par rapport à cette forte médiatisation d'un coup à nous raconter ? Ouais, j'en ai une belle. Comme j'étais capitaine, je ne vais pas dire qu'on me voulait un peu partout, mais quand même. Donc voilà. Moi, je devais aller chez Ardisson. C'était moi qui étais prévu d'y aller. Et à l'époque, ma femme était enceinte de jumeaux, et donc je passais très peu de temps avec. Et donc, moi, j'avais dit à l'assistante que je viendrais pas chez Ardisson parce que je voulais rester chez moi avec ma femme, et voilà, c'est tout. Donc, elle a pas trop compris. Et donc, elle m'a dit, mais vous prenez pour qui ? C'est incroyable, vous n'aurez plus jamais l'occasion de faire ce genre de choses. Je dis, écoutez, c'est pas très grave, vous allez bien trouver quelqu'un. Et donc, on a Christophe Augard qui s'est gentiment, qui est allé à l'émission de Thierry Ardisson. Donc là, vous êtes fortement médiatisé. Vous avez vaincu Bordeaux. Vous commencez à y croire. Vous vous dites, mais c'est possible. Mais là, après, c'est un peu la même chose que contre Bordeaux avant. On se dit, c'est bien, on est en finale. On va avoir 80 000 personnes dans le stade. On va avoir tout le protocole, président de la République, tout ça. Beaucoup de téléspectateurs. Et donc, si on prend une tôle, c'est pas terrible quand même. Hein. Donc on avait quand même un peu le stress de dire que à un moment ça pouvait arriver. Et donc on avait cette appréhension déjà dans un premier temps, avant de penser à la victoire ou la qualification en Coupe d'Europe. On voulait d'abord être à la hauteur de l'événement. Donc évidemment, on s'est préparé dans de bonnes conditions pour pouvoir être au meilleur de notre niveau. Pour faire une belle finale déjà. Et puis c'est tout. On n'allait pas voir plus loin, savoir qu'est-ce qu'on allait faire si on gagnait, qu'est-ce qu'on allait faire si on gagnait, on jouait la Coupe d'Europe ou pas. Enfin, il n'y avait pas de plan sur la comète. Vous l'envisagez même pas ? Non, on l'envisageait pas. Non, on l'envisageait pas. Déjà, on profitait des moments que l'on pouvait vivre ensemble. On a rencontré nos supporters, et puis on s'est préparé, on a continué à se préparer pour être à la hauteur de l'événement d'une finale de Coupe de France. Pour vous préparer, vous allez à Clairefontaine, du coup. Est-ce que vous pouvez nous raconter le moment où vous arrivez au château ? En fait, on va à Clairefontaine, mais Nantes a réservé avant nous, a été plus rapide. Et donc, on va faire pas une double préparation, mais presque. C'est-à-dire que normalement, vous arrivez la veille du match, puis vous faites votre mise au vert. Nous, qu'on a fait une mise au vert, assez tôt. Donc, on est allé à Clairefontaine mercredi, jeudi, pour préparer au mieux notre finale. Le club voulait aussi nous faire profiter d'endroits incroyables ou de moments magiques que l'on n'aurait pas profité normalement. Et donc, on est arrivé à Clairefontaine, on a dormi dans le château à Clairefontaine. Moi, j'étais dans la chambre de Didier Deschamps. Enfin, c'était assez incroyable. On s'est entraîné sur le terrain Michel Platini, dans le contrebas. Je crois que c'est plus arrivé après qu'une autre équipe que l'équipe de France se soit entraînée sur ce terrain-là. Donc, c'était assez incroyable et magnifique. Et ça fait partie des excellents souvenirs de notre épopée. Et vous arriviez à mesurer l'ampleur de ce que vous étiez en train de vivre à ce moment-là ?
Ou ça vient plutôt après? Je vais dire que ça vient plutôt après quand même, parce qu'on sait très bien que ce que l'on vit et ce que l'on fait, c'est pas normal, c'est pas naturel, mais on en profite. On essaye de vivre le moment présent à fond pour pouvoir se dire oh mince, pour surtout pas se dire après oh mince si j'avais su j'aurais fait ça. Non, là tout ce qu'on a pu faire, je pense qu'on l'a fait et on a plutôt bien fait. On va arriver gentiment mais sûrement à cette finale. Ouais. Est-ce que vous voulez bien me raconter votre entrée sur le terrain, la Marseillaise? Comment on se sent en arrivant devant le Stade de France plein à craquer? C'est très impressionnant. Hein, c'est très impressionnant. Après, on se pose pas la question de savoir si on est là, si on n'est pas là. On essaye de faire abstraction de tout l'environnement. Okay. Et de dire on va jouer un match de football, on sait ce qui va se passer, tout le protocole avec le président de la République, avec la Marseillaise. Donc c'est assez, c'est magique, hein, c'est incroyable, puisque on rentre sur le terrain, le stade est plein, il est coloré dans les deux virages, peut-être un peu plus pour le côté calésien. Mais après, c'est magnifique. On serre la main du président. Puis, il y a la Marseillaise. La Marseillaise, c'est quand même un truc incroyable. Moi, je la chante à tue-tête. À tue-tête. Je crie comme pas possible parce que ça donne de la force. Ça donne de la force. Les frissons, ça donne de la force. Et puis ça galvanise. Et puis on essaye d'emmener tous les coéquipiers dans le même sens. Et quel a été votre discours dans le vestiaire je pense qu'il n'y en a pas eu besoin là. Hein. Je veux dire. Surtout, non, pas un silence, mais tout le monde a apporté un peu son petit mot pour s'encourager, mais aussi pour être solidaire, pour pouvoir sentir que tout le monde était partant pour essayer de réaliser quelque chose qui s'était jamais produit. Pour pouvoir essayer de faire la meilleure performance possible. On était tous dans la même optique. Hein. Le coach, lui, il avait qu'une seule envie, c'est de nous mettre dans les meilleures dispositions possibles. Il était absent un petit peu après le match de Bordeaux parce qu'il avait fait un malaise, mais il est revenu en pleine forme pour nous. Toujours pareil, hein. Il était allé voir le club de Nantes jouer un match de championnat. Il nous avait donné quelques consignes pour essayer de les perturber, de les mettre en difficulté, et puis nous de jouer sur nos qualités pour que l'on puisse justement être à la hauteur de l'événement et puis mettre en difficulté cette équipe nantaise. On va regarder justement quelques images de cette finale. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Beaucoup de joie, mais quand on voit les images, je félicite un peu Jérôme, mais après je vais tout de suite me replacer parce que je sais pas, je vais pas dire que ça me semble normal ou logique, mais on n'avait pas été trop mis en difficulté. Là, sur le premier corner, on a un peu de réussite où Jérôme arrive à frapper et passe entre les jambes et entre les jambes de Michael Landreau. Donc c'est un moment pareil incroyable. Le stade, une partie du stade en tout cas est en fusion pour l'ouverture du score. C'est assez incroyable. Vous donnez l'impression de rester tout le temps lucide. Il n'y a pas un seul moment où votre esprit lâche ne serait-ce qu'une seconde. On pouvait pas parce que si on restait pas concentré, si on regardait un peu ailleurs ou si on était moins attentif, ça aurait pu mal tourner pour nous. Donc il fallait vraiment que l'on soit au-dessus en sur-régime tout le temps quasiment pour pouvoir contrarier et contrer cette équipe nantaise. Et quel est le discours de M. Lozano à ce moment-là? Alors le discours de M. Lozano, il est un peu au départ en tout cas un peu surprenant parce qu'il n'était pas tout à fait satisfait de notre première période, même si on menait 1-0, il n'était pas encore assez satisfait de notre première période, et donc au retour du vestiaire sur le terrain, ça nous a un peu perturbé, mais il était dans l'exigence, il pensait qu'on pouvait mieux faire, et donc maintenant on menait quand même 1-0 à la mi-temps, ce qui était quand même assez incroyable. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas satisfait? Il avait ses convictions, il pensait qu'on jouait pas assez, il pensait qu'on pouvait peut-être encore mettre plus en difficulté cette équipe nantaise. Donc voilà, maintenant on menait 1-0 et on a essayé d'aller repartir sur le terrain pour pouvoir bien reprendre et puis essayer de pourquoi pas d'aller encore contrarier notre adversaire. Donc vous retournez sur la pelouse, toujours remonté à bloc. Et là,
Le vent tourne et c'est. Oui, on prend un but trop rapidement sur la deuxième période. Au bout de 6-7 minutes, je prends décalage sur mon côté, centre, et puis Sibierski qui est là, qui reprend de voler. On prend ce but un peu trop rapidement, je pense. Maintenant, on était toujours dans le coup, on n'était pas mené au score, on était bien dans notre match, même si par rapport à Bordeaux, où physiquement on était un peu moins bien, mais bon, on était dans notre match à la hauteur de l'événement, et on essayait de faire de notre mieux pour cette rencontre et pour aller le plus loin possible dans cette rencontre. Oui. En fin de rencontre vient ce fameux penalty que j'aimerais que vous me commentiez, s'il vous plaît. Le penalty, oui, le penalty il est sifflé. Maintenant, quand on revoit les images, même 25 ans après, faute, pas faute, à l'intérieur de la surface, à l'extérieur de la surface, contact, pas contact. Bon, l'arbitre a une fraction de seconde pour prendre sa décision. Il la prend, elle n'est pas en notre faveur. Maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'avec la VAR, il y aurait eu une autre décision. Il y a ce tir au but, enfin ce penalty qui arrive à la 88 ou 99e minute. Donc en plus dans ce moment de match où il ne restera pas beaucoup de temps pour pouvoir faire autrement. Maintenant, Sibierski tire, Cédric le touche beaucoup. Et donc, c'est passé à pas grand-chose. Et donc, on est mené 2-1 à la 89e minute. J'allais dire c'était la fin d'un rêve, mais au final, non, c'est plutôt juste la fin d'une belle aventure à ce moment-là. Qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que c'est de la tristesse ? Est-ce que c'est pas du soulagement, mais... Forcément, il y a de la tristesse, puisque quand on joue un match de foot, et on l'a fait sur toute l'épopée, c'était qu'on essayait de donner le meilleur de nous-mêmes et de gagner. Donc là, c'était le dernier match, il n'y en avait plus après, et donc on l'a perdu. Donc forcément, il y a de la tristesse, et puis après, il y a de la pression qui retombe, il y a de la nervosité, et après il y a aussi énormément de fierté, parce qu'on a réussi, on a quand même réussi notre finale. On a donné du suspense aux spectateurs, aux téléspectateurs également. Donc, et puis nous, on a donné une bonne image de notre club, de notre ville, voire de notre région. Donc on n'a pas de regrets à avoir, même s'il y a la déception de la défaite. Sur les images, on vous voit pleurer. Est-ce que c'est des larmes de fierté, justement ? Alors, c'est des larmes de fierté, de soulagement, de nostalgie, de stress qui part. Les nerfs qui lâchent un peu. C'est la fin d'une aventure, quand même. Justement, la fin de cette aventure va être marquée par la photo avec Michael Landreau, avec qui vous soulevez le trophée. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment-là ? Oui, c'est quelque chose que je m'y attendais pas, forcément. Vous êtes surpris ? Extrêmement surpris. Je savais même pas si je devais y aller, faire cette chose. J'en ai parlé avec le coach. Et il me dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais ça pourrait être bien. Mickaël qui me dit, surtout ne le prends pas mal, mais je pense que ça serait bien que tu viennes soulever la coupe avec moi. Alors là, franchement, c'était vraiment la grande surprise. Et puis je l'ai fait. Je pense que j'ai bien fait de le faire. Avec le recul, j'ai bien fait de le faire. Ça finit notre aventure. Ça met en avant le foot amateur et le foot professionnel. L'esprit de la Coupe de France qui est réuni sur cette photo. Donc j'ai bien fait de le faire, je ne le regrette pas. Et donc après ça, vous rentrez au vestiaire. Est-ce que l'ambiance est à la fête quand même ? Ou est-ce que l'ambiance est un peu silencieuse ? On ne sait pas trop quoi dire ? À la fête, non, pas à la fête dans le vestiaire, non. Parce que dans un premier temps, on va essayer d'échanger les maillots avec les Nantais. On a le président Chirac qui est dans notre vestiaire également, qui nous félicite. Qui nous dit qu'il y a 2 vainqueurs, Nantes sur le terrain et puis Calais dans les cœurs. Donc c'était quand même assez du président de la République. Ça fait quand même, c'est pas tous les jours, quoi. C'est sûr. On a Jacques Chirac dans notre vestiaire qui nous dit bravo. Ouais, quand même. C'est pas courant, c'est pas commun. Donc voilà, on essaye de refaire un peu le match. On a un peu de déception, de tristesse, et puis après, on se prépare pour la suite de la soirée. Et la suite de la soirée, quelle est-elle ? Elle est très festive. Ah, racontez-moi, je veux tout savoir. Elle est très festive. On avait vu avec le club pour qu'on ait un costume, pour qu'on tous soient habillés pareil. Donc on avait tous un costume gris. On est allé au Lido pour manger. On est allé danser avec les danseuses du Lido sur la scène, ce qui se fait jamais. On a fait la farandole sur les scènes du Lido. Dites-moi qu'il existe des images.
Ah bah j'ai des photos en tout cas. Ça doit être exceptionnel. C'était incroyable, c'était magnifique, c'était tout en simplicité. Franchement, c'était magnifique. Hein. C'est ce moment de fête avec les coéquipiers. Et puis après, il y avait une boîte de nuit dans Paris où on a fêté également. Et puis moi, j'ai retrouvé quelques Nantais, dont Michael Andro, dans une boîte de nuit. On a fini très tôt le matin, parce que c'était le 8 mai. Et donc, quand on est sorti, il y avait plein de gendarmes sur le périphérique, autour de l'Arc de Triomphe aussi, parce qu'il y allait avoir le défilé. Donc voilà, c'est aussi un moment incroyable et de partage que l'on a pu vivre. Je suis curieuse de savoir quels étaient vos échanges avec Michael Landreau quelques heures après une finale de Coupe de France, en sortie de boîte de nuit. De quoi vous parlez? On était content de se retrouver à ce moment-là, tout simplement. Lui, il avait encore un match très important en championnat pour sauver, parce que le Nantes était joué le maintien à l'époque. Mais nous, on était contents de se retrouver. On se connaissait pas avant la finale. On s'est rencontrés après, on a sympathisé, on a discuté. On était contents de finir la soirée ensemble. Voilà, ça s'est super bien passé. Et vous entretenez toujours un lien? Moi, je suis toujours en contact avec Mickaël, oui. Comment est-ce que la vie reprend son cours après une telle finale, après un tel parcours, après une telle épopée? Comment est-ce que vous êtes accueillis à Calais? Calais, c'est triomphal. Hein. Oui. Calais, c'est triomphal. Calais, c'est triomphal parce qu'on revient le lundi 8 mai. C'était un jour férié, donc c'était le lundi. On est revenu en milieu d'après-midi, je crois, sur Calais. La place de l'hôtel de ville était noire de monde. Les gens nous ont accueillis en héros. Les gens criaient vous avez gagné, c'est vous les vainqueurs, parce que par rapport à la situation du penalty. Mais on a été accueillis en héros, comme on l'avait été aussi après Bordeaux, où c'était ces images magnifiques de foule. Donc c'était assez magnifique. Il y avait encore plein de journalistes avec nous pour voir un peu, pour parler de notre retour à Calais. Donc voilà, c'était un retour assez incroyable. Et donc combien de temps ça a duré, cette ferveur autour de... Cette ferveur, elle a duré jusqu'à la fin de la saison. Ça a duré jusqu'à la fin de la saison. Tous nos matchs à domicile étaient à guichet fermé, parce que ils voulaient voir les finalistes de la Coupe de France. Nos adversaires jouaient contre nous et jouaient maintenant contre le finaliste de la Coupe de France. Donc eux aussi, ils étaient encore très 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 motivés. Donc c'était une fin de saison passionnante. On a gagné des matchs, on en a peut-être perdu, mais c'était assez incroyable. Et donc ensuite vous partez en vacances, et puis est-ce qu'on retombe dans l'anonymat, ou est-ce que ça continue, les sollicitations un petit peu partout? Non, après il y a des sollicitations, un petit peu, parce que forcément, si pour les joueurs c'était une aventure, pour les journalistes qui nous ont suivis, je peux vous dire que c'était aussi une sacrée aventure, une sacrée épopée. Donc on a gardé des contacts, donc on s'appelait de temps en temps pour prendre des nouvelles, mais on est parti en vacances, et puis on a repris la saison ensuite un peu je vais pas dire normalement, parce que c'était un peu la reprise de notre club et de notre équipe a été un peu plus médiatisée que d'habitude ou habituellement, tout simplement. Et l'équipe a subi des changements du coup la saison suivante? Alors l'équipe a subi des changements, pas non plus pas énormes, puisque mis à part Emmanuel Vasseur qui avait signé en Angleterre, tous les joueurs les principaux joueurs qui avaient contribué à cette aventure sont restés au club pour essayer de faire évoluer le club, et pourquoi pas d'essayer de jouer la montée pour le national. Et pour revenir sur la Coupe de France, du coup, la fédération vous invite directement à jouer les 32e de finale cette année. Je connaissais pas trop le règlement. Oui, on est arrivé en 32e de finale directement, sans passer par les tours précédents. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que vous faites un 32e de finale. En plus, le tirage au sort nous donne le finaliste de l'année précédente. Donc les deux anciens finalistes, les deux derniers finalistes se rencontrent dès les 32e. Nous, on avait joué en championnat, on n'avait pas eu le temps de se mettre dans les conditions de la Coupe de France quand même. Et donc, c'était un gros match qu'on avait joué à Amiens. On fait 1-1 à la mi-temps et après on perd 3-1. Face à Sedan. Face à Sedan, qui était à l'époque 4e de Ligue 1. Donc c'était déjà, on a commencé très fort contre une très grosse équipe. Donc on n'a pas eu le temps de monter en puissance qu'on avait pu le faire sur l'année précédente. Et quel impact est-ce que ça a eu sur l'effectif moralement? Disons qu'on aurait bien aimé revivre ce genre d'épopée comme la saison précédente. Maintenant, on sait très bien que ça n'allait pas arriver tous les ans. Avant de faire l'épopée, moi, j'avais jamais fait
j'ai pas passé beaucoup de tours en Coupe de France comme mes collègues. Donc voilà, on était forcément déçus. Maintenant, on avait vécu encore une nouvelle expérience intéressante. On avait joué contre une belle équipe de Sedan. On avait perdu 3-1, ce qui était quelque part assez logique, dans un stade d'Amiens plein. Donc on avait une nouvelle fois vécu quelque chose émotionnellement très intéressant. Et donc, comme vous disiez, après ça, Calais ne va plus revivre d'épopées comme la vôtre. Qu'est-ce qui a changé, vous pensez? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Alors forcément, revivre une finale, je pense que ça n'arrivera pas de sitôt, puisque la Coupe de France a 100 ans, et en 100 ans, il y a eu une épopée comme la nôtre, un club de 4e division qui arrive en finale. Maintenant, Calais a quand même réussi à un quart de finale en 2006 contre Nantes également au Stade Bollaert. Donc ça reste quand même des résultats intéressants en Coupe de France. Et puis que ce soit pour les clubs amateurs aujourd'hui, il faut batailler. Il y a des surprises. Tout le monde a envie de faire un peu comme nous. On a été les premiers à montrer que c'était faisable. Il y a eu quelques aventures intéressantes sur des clubs sur les années précédentes, mais personne n'a réussi à atteindre la finale. J'imagine qu'on en attendait beaucoup de la part de Calais après une finale de Coupe de France. Est-ce que les médias ont été tendres avec vous, ou est-ce que... Bon, ils ont été, je pense, normaux. Oui, ils savaient très bien que ce qu'on avait vécu, c'était exceptionnel. Et donc, pour le reproduire, ça allait être quand même extrêmement compliqué. Donc non, il n'y a pas eu de retour de bâton, des choses comme ça. On a toujours essayé déjà de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Donc à partir de là, à partir du moment où vous donnez le meilleur de vous-même sur le terrain, obligatoirement vous changez un peu par rapport à ce que vous avez vécu. Forcément, vous changez, ça vous change quand même. Mais non. Après, c'est les aléas du sport qui font que un jour vous gagnez, un jour vous perdez. Et pendant cette épopée, cette aventure Coupe de France, tout nous réussissait. On avait une bonne étoile en fait au-dessus de nos têtes. Est-ce que certains joueurs ont mal vécu le fait d'être moins starifiés? Peut-être que les médias passent à autre chose? Non. Pas du tout. On le savait dès le départ, et le coach nous le disait, les gens nous le disaient, que là il faut profiter, mais qu'à un moment ça va s'arrêter. Et donc c'est ce qu'on a fait au maximum. On a profité de tout ce qu'on pouvait faire, et puis quand ça s'est arrêté, on n'a pas été surpris. On est revenu à une vie un peu plus normale. Et puis on est passé à autre chose. On savait d'où on venait, on savait où on allait, et donc ça s'est très bien passé de ce côté-là. J'aimerais que vous me parliez un petit peu du stade de l'Épopée. Quel est-il? Où est-il? Alors, le stade de l'Épopée, c'était une annonce qui a été faite par le maire de l'époque, juste après justement la demi-finale, je crois. Il disait qu'il allait faire construire un stade. C'était pas une mauvaise idée, dans le sens où les installations, comme je disais au début, elles étaient vieillissantes, ça manquait un peu de terrain. Maintenant, le stade, il a mis 8 ans pour arriver, donc il s'est passé plein de choses. Un stade de 12 000 places, ce qui est peut-être un peu grand pour un club de CFA, même si le club était amené à évoluer un peu plus haut, donc c'était un peu trop grand. Et puis donc il a été inauguré donc 8 ans après, en 2008, je crois, quand le club était en national. Aujourd'hui, il sert pour le club de Calais qui est en R1, donc il est bien trop grand pour la taille du club aujourd'hui. Est-ce que justement les ambitions étaient trop grandes, ou est-ce que... Comment ça se fait qu'ils aient... Je pense qu'à un moment, il y a eu peut-être une vision trop grande des choses. Peut-être qu'il ne fallait pas faire le stade, refaire un nouveau stade, mais garder l'ancien stade et rénover ce stade. Maintenant, il manquait peut-être un peu de place aussi où le stade était avant. Maintenant, ce sont des choix politiques, stratégiques, que le club et que nous, joueurs, en tout cas, on n'a pas du tout maîtrisé. Maintenant, je pense que c'est intéressant d'avoir un club... un stade de cette importance. Maintenant, il faut que le club arrive à remonter pour le faire vivre un peu plus. Quel lien est-ce que vous avez gardé avec le club et la ville ? Je suis toujours attaché à la ville de Calais, parce que franchement, je suis quand même bien marqué par... même si je n'y ai jamais vécu, parce que je vivais dans la périphérie, et puis j'ai arrêté de jouer en 2005, j'y suis...
J'y suis resté un petit peu après, puisque j'étais entraîneur de l'équipe réserve. Et puis après, en 2010, je suis parti du club. Donc je suis toujours les résultats de plus ou moins près ou plus ou moins loin, selon comment on se place. Et puis aujourd'hui, encore Cédric Schill, qui était notre gardien à l'époque, qui est aujourd'hui entraîneur des gardiens de but dans l'équipe. Donc je suis ça, et puis donc voilà, tout simplement. Puisqu'on parle d'entraîneur, que je le disais tout à l'heure, vous êtes un homme aux multiples casquettes, un véritable passionné. Oui, ça, et du coup, j'aimerais qu'on discute un peu des professions que vous occupez aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je travaille à la Fédération française de football depuis 2018, 17 même. Donc voilà, au service événementiel partenariat de la Fédération, la Ligue du football amateur. Donc j'interviens sur tous les événements du football éducatif, donc le football des 6-13 ans, sur la rentrée du foot, la rentrée du foot, le festival U13, le challenge PEF, sur le programme éducatif fédéral, la journée des débutants aussi, et puis des événements autour du bénévolat, où on invite des bénévoles à Clairefontaine sur 6 week-ends. Après, on a la journée des bénévoles, où on invite plus de 1200 bénévoles sur la finale de la Coupe de France, où 1000 bénévoles de toute la France viennent assister à la Coupe Gambardella, Coupe de France. Et le lendemain, un repas gastronomique avec un petit spectacle avec un artiste. Et donc ça, c'est pour le côté événementiel. Et puis après, sur la partie partenariat, surtout le suivi du partenariat Nike. D'accord. Puisque Nike est un gros partenaire de la fédération. Et Nike participe à des dotations pour les ligues, les districts, et puis des bons d'achat pour les clubs. D'accord. Donc en plus d'équiper évidemment toutes les équipes nationales. Au sujet de la reconversion professionnelle, vous avez un agenda bien chargé de ce que je vois. Mais tout ça, c'est votre initiative à vous. Vous l'avez fait tout seul. J'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les clubs et les centres de formation forment assez tôt les joueurs à la reconversion professionnelle dans les métiers du sport ou autres ? Je pense que ça a très bien progressé, très bien amélioré, parce que moi, comme je disais, quand j'étais en centre de formation, si vous voulez faire un peu d'études, il fallait que je me débrouille par moi-même avec des cours à distance, tout ça. Aujourd'hui, les clubs sont organisés, les clubs pro en tout cas sont organisés, c'est les professeurs qui viennent, vous avez quasiment un professeur à disposition en fonction de ce que vous voulez faire. D'accord. Donc je pense que les joueurs, en tout cas en centre de formation, sont beaucoup mieux préparés que ce qu'on pouvait l'être à mon époque. Moi, je me suis adapté à chaque situation que j'ai pu avoir. Je me suis formé en fonction de ce qu'on me proposait. Et puis, j'ai pas forcément de plan. J'avais pas prévu de travailler à la Fédération française de football. Ça s'est présenté. Donc aujourd'hui, voilà, il y a des opportunités qui sont arrivées. Et donc, je les ai saisies en fonction et au rythme de ma vie. Quel secteur recrute le plus dans le milieu du football en ce moment, vous sauriez me dire ? Bon, alors, je ne suis pas un spécialiste du recrutement dans le milieu du football. Mais bon, il y a tellement de choses aujourd'hui que l'on peut faire autour du football et autour du sport en général. Donc, il y a plein de domaines, que ce soit la communication, que ce soit le coaching, que ce soit le marketing. Donc, il y a énormément de choses que l'on peut faire autour du foot et autour du sport, qui est une belle façon de travailler, et puis surtout aussi de partager des émotions. Merci beaucoup, Réginald. Merci, Zélie. Avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir si vous avez un mot à faire passer à tous ces footballeurs qui sont sortis ou qui vont sortir du centre de formation sans contrat professionnel. Je pense qu'il faut déjà, s'ils sont passés par un centre de formation, si c'est qu'ils ont énormément travaillé, que ce soit techniquement, tactiquement, physiquement, donc ils sont prêts, donc il faut qu'ils croient en leur chance, que ce qu'ils ont fait, même si aujourd'hui c'est pas ce qu'ils avaient prévu, c'est pas ce qu'ils avaient anticipé, que ça va leur servir quoi qu'il arrive dans leur vie de tous les jours, parce que quand on vit des émotions dans un centre de formation, on a l'habitude de vivre en collectivité, on partage des émotions, on partage la solidarité, donc je pense que c'est des valeurs qu'ils auront toute leur vie, et c'est des valeurs qui seront importantes pour leur vie d'homme ou de femme d'ailleurs dans leur vie. Je vous remercie infiniment, Réginald. C'était génial. Merci pour votre temps, d'avoir partagé vos émotions avec nous. Merci aussi de nous avoir présenté votre belle collection. Ouais. Écoutez, on va se quitter sur ça. Je vous invite à vous abonner, évidemment, liker la vidéo, envoyer plein d'amour à Réginald dans les commentaires. Encore un grand merci à vous. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu, qu'on aura l'occasion de se revoir. Et avec plaisir. Est-ce que vous viendriez voir une finale de Coupe de France avec moi, Réginald ? De toute façon, moi, la finale de la Coupe de France, j'y vais tout le temps, puisque, comme je vous ai dit précédemment,
précédemment, on invite des bénévoles. Et donc, comme je suis dans l'organisation des bénévoles, je serai à la prochaine finale de la Coupe de France. Mais est-ce que vous viendriez regarder une petite partie du match avec moi? Avec plaisir. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bon, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, n'oubliez pas, envoyez plein d'amour à Réginald Beck dans les commentaires. Ciao, ciao!